Self-assurance, j'ai eu du mal au début parce que petit, par exemple, j'avais pas confiance en moi. Pour moi, j'ai eu vraiment cette confiance plus tard, quand j'ai vraiment commencé à travailler. Et self-assurance, pour moi, il a un côté un peu négatif. Moi, je pense un peu à arrogance, surconfiance en soi. Donc, c'est bien d'être self-assurant, mais il faut savoir aussi écouter l'opinion des autres. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Florian Groufal qui est DG Europe de Zeta Global. Bonjour Florence, merci pour l'invitation. Zeta Global, c'est une entreprise qui œuvre dans le marketing internet au sens très large, mais je pense que tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites ? Donc effectivement, Zeta Global, on est un fournisseur de technologie, donc on offre une marketing plateforme qui permet d'intégrer toutes ces données, de aussi obtenir de l'intelligence sur sa donnée, d'avoir des insights et après d'aller activer sur tous les canaux digitaux, que ce soit l'email, que ce soit sur le site internet ou que ce soit sur tous les canaux médias. Et ce que je sais, parce qu'on travaille un peu ensemble, c'est qu'il y a pas mal de complexité dans ce business entre plusieurs offres et aussi différents pays. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi en fait pour Zeta ? Alors effectivement, la société elle existe depuis une quinzaine d'années. C'est le fruit de différentes acquisitions au fil du temps. Au global, c'est une société de plus de 1900 employés. Ok, donc ça c'est 1900 dans le monde, c'est 1900 dans le monde. Donc on est un gros acteur du marketing digital et on a environ 200 personnes en Europe. Et alors, en Europe, concrètement, ces personnes, ces 200 personnes, elles sont où ? À Paris, il y en a un certain nombre, mais il n'y a pas 200 personnes ici. Alors, on est un peu éparpillé sur toute l'Europe. Je dirais qu'il y a vraiment 3 marchés qui sont importants pour nous, en tout cas cette année. Les UK, on est une société américaine, donc les UK, c'est très important. La France qui est un marché fort pour Zeta. Et après, l'Espagne, un peu plus opportunistique ces derniers mois. Donc ça représente environ 80% de notre activité sur ces 3 marchés. Mm-hmm. Et après, on a un peu de monde un peu partout, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne. Mais je dirais qu'il y a 3 marchés où vraiment on investit avec des équipes en local, des commerciaux en local, qui sont UK, France et Espagne. Et donc là, on entend bien déjà que finalement l'équipe et les collaborateurs que tu pilotes, c'est vraiment j'allais dire aujourd'hui l'équipe globale, au sens où il y a des gens partout, il y a des gens, tu nous l'as pas dit, mais qui sont en remote, d'autres qui sont plutôt en présentiel. Donc tout ça, ça donne quelque chose d'une espèce de galaxie Zeta en Europe qui est quand même bien particulière et j'imagine pas forcément facile à manager, mais on va y venir. Alors, on est là pour partager ce que toi tu as appris et ce que tu apprécies dans tes propres talents en tant que dirigeant. Et puis, on parlera aussi de l'équipe, mais du coup, ma toute première question, c'est quel est ton top 5 ? Alors moi, j'ai en premier thème, j'ai Focus. Deuxième Achiever, troisième Futuristique, quatrième Self-Assurance et le 5e Competition. Wow. J'ai une petite histoire derrière tout ça, derrière tous ces thèmes. Mais voilà, on joue un peu au quotidien avec ces thèmes et on s'amuse. On va maintenir le suspense avant la petite histoire derrière ces thèmes. Comment tu es arrivé à avoir envie de t'approprier tes talents et avoir envie de lancer une démarche talent avec tes équipes ? Alors à l'origine, c'était maintenant il y a peut-être 6 ou 7 ans, il y avait une initiative qui était portée par les États-Unis parce que je crois que la pratique des Strength Finder est plus large aux États-Unis. Effectivement, c'est un outil américain à l'origine. Et ils avaient embarqué en fait l'Europe dans cette initiative et donc j'avais passé le Strength Finder effectivement il y a 7 ans et j'avais beaucoup aimé la démarche donc tu avais animé Florence et après on l'a gardé ces 6 dernières années au sein de l'équipe et on l'utilise de différentes façons. Ce que j'aime bien dans l'approche, c'est à la fois une approche pour soi, personnelle, mais aussi pour l'équipe. Donc ça, j'aime bien ces 2 côtés-là. Et je crois que c'est ce que aussi apprécient tous les employés qui l'ont fait. La majorité est très motivée. Il y en a beaucoup qui ont des appréhensions au début, et après une fois qu'ils l'ont fait, ils rentrent dedans, ils jouent avec, et voilà, c'est sympa.
Ok, super. Donc Florian, tu nous as un peu, mis en haleine tout à l'heure en nous disant, alors Focus, c'est mon talent préféré. Imaginons que les personnes qui nous écoutent là savent pas forcément vraiment de quoi on parle. C'est un petit peu du langage codé. Ce numéro 1 Focus qui te plaît beaucoup, qui t'amuse, qu'est-ce que c'est en fait ce talent, ce super pouvoir-là? Je sais pas si c'est un super pouvoir, mais pour moi, c'est vraiment avoir un objectif et s'y tenir et pas trop se disperser. Et au passage, je trouve que c'est un thème important, de plus en plus important, je trouve, avec les années. Je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont cette capacité à rester concentrées sur un objectif, sur une longue période de temps. Comme tu sais, maintenant, on est exposé aux réseaux sociaux et tout va vite, c'est quelques secondes tout le temps. Et donc voilà, ce focus, c'est vraiment réussir à se concentrer sur cet objectif sur le long terme. C'est même maintenant un mot que j'utilise beaucoup, même l'équipe rigole au quotidien. Je le mets pendant beaucoup de réunions, le mot focus. Donc voilà, c'est vraiment un thème que j'aime bien et qui je crois, au fil des années, m'a réussi à m'aider dans ma progression et à être là où je suis maintenant, tout en avoir un objectif sur le long terme. Et des fois, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est aussi avoir cette étoile et même dans les moments bas, se refocaliser sur cet objectif pour essayer de l'atteindre. Alors, tu me parles d'étoiles, ça me fait une passerelle assez jolie avec ce thème, alors c'est pas le numéro 2, c'est pas grave, qui est dans ton top 5, qui est le thème futuristique. Comment est-ce que tu amènes ce futuristique à l'équipe, à ton rôle, à Zeta? Comment ça se traduit? Ouais, futuristique, c'est vrai, c'est un peu cette étoile, effectivement, c'est un peu tenir une vision et faire passer aussi cette vision, c'est être fasciné par l'avenir. C'est vrai que ça se recoupe un peu avec Focus. Moi, je vois cet objectif sur le long terme, c'est donner cette étoile à l'équipe et embarquer l'équipe avec soi. Donc voilà, je l'utilise aussi beaucoup. Enfin, c'est peut-être un thème que j'utilise plus avec l'équipe, celui-là. Oui. Alors moi, je suis commercial à l'origine et on est dans le digital marketing et une bonne partie de ce qu'on vend, c'est aussi une vision. Donc c'est aussi quelque chose que j'utilise aussi dans tout le processus sales, de vente. C'est réussir à faire passer cette vision et rassurer sur une vision, sur cette étoile. Et alors ton futuriste, il s'investit à quel horizon par rapport à l'entreprise, à la vision, à l'étoile du Nord? Et je te vois rêver un peu à cet avenir en même temps qu'on parle. C'est quoi un bon horizon? Justement, tu parlais de marketing digital. On peut imaginer qu'on est toujours dans des horizons assez court terme, assez quarter by quarter, comme on dit. Ouais, alors, comment tu ménages Après, je pense, oui, effectivement, je pense que ça dépend aussi dans quoi on travaille, dans quelle industrie. Nous, ça va très très vite quand même. C'est aussi ça que j'apprécie dans le marketing digital. Mais moi, je dirais que il y a plusieurs futuristiques. Il y a des futuristiques à 3 mois, donc au quarter. C'est vrai que nous, en plus, on est en bourse depuis 3 ans. C'est la vision tout le temps un peu quarter au trimestre. Mais moi, je pense que c'est aussi à 6, à 12 mois, à 24 mois. C'est peut-être ça qui est même le plus important vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis d'un nouveau client qui va nous rejoindre. Ce que je vois par exemple avec les clients, beaucoup, surtout en ce moment là depuis ces dernières années, c'est que beaucoup de nos clients ils veulent faire plus de choses avec moins de fournisseurs. Et donc cet élément vision, ils veulent pas prendre quelqu'un juste pour 3 mois. Ils veulent prendre quelqu'un qui a la bonne solution, qui va pouvoir s'adapter dans le temps. S'adapter au futur et s'inscrire dans le temps. Oui, donc c'est super important de développer cette vision du marketing Internet et de ce qui va être possible maintenant, mais aussi plus tard. En t'écoutant, je me disais aussi que pour les équipes, quand l'environnement bouge énormément, quand on n'a pas le temps, le fait d'avoir le sens, c'est-à-dire l'étoile, c'est aussi quelque chose qui peut nous guider au quotidien, finalement. Bon, moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis avec Zeta Global, donc je viens d'une des acquisitions. Il y a eu des moments de gros succès avec des hyper-croissances, des moments un peu plus durs. Là, à t'entendre, je pense à un des moments là qui me revient, c'est quand on a été racheté par Zeta Global. Et un rachat, c'est pas facile. Voilà, on a dû se séparer de certaines fonctions qui ont été reprises par Zeta Global, etc. Central, oui. Et il y a beaucoup, dans cette période-là de rachat, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'employés qui vont se demander qu'est-ce qui va se passer pour moi, etc. Donc
Futuristique, c'est par exemple un thème que j'ai à ce moment-là beaucoup exploité. C'est redonner confiance aux employés, redonner cette lumière, même si ça change. On a tous peur du changement. Même si ça change, ça peut être pour de meilleures choses. Et redonner cette confiance. Dans ton top 5, il y a aussi cette combinaison intéressante de focus et du numéro 2, achiever. L'achiever, pour tout le monde, c'est le talent de la réalisation. Si je caricature un peu, c'est la to-do list. Et c'est une grosse énergie de travail. Ma question, Florian, pour toi, c'est quand on a focus et achiever dans son top 5, comment ça s'incarne en tant que DG de toute cette activité en Europe ? Pour moi, c'est vraiment un thème d'exécution pure et dure, le achiever. C'est redécomposer de ce chemin, là commence tout ce qu'il faut faire, tout ce que tu as dit, la to-do list. Et après, donner ce rythme dans cette to-do list, savoir prioriser, parce que comme beaucoup d'entreprises, on n'a pas le temps de tout faire. C'est donner ce rythme, prioriser cette fameuse to-do list. Ok, donc savoir... alors, je sais aussi, je vais me permettre de témoigner que tu es quelqu'un qui bosse énormément et avec beaucoup d'intensité, toi-même. Souvent, avec les leaders qui ont ces talents-là, on va parler de leadership by example. Enfin, c'est vraiment leading presque from the back. Futuristique, c'est le front. Mais focus et achiever, c'est vraiment l'exemple, l'intensité, le boulot. Et puis peut-être aider aussi les personnes autour de toi à prioriser. Ça arrive, ça ? Oui, de plus en plus, parce que j'ai plus de 80 personnes dans ma PNL. C'est vrai que oui, c'est donner le rythme. On ne demande pas de moi exécuter, c'est exécuter en groupe. Donc oui, c'est donner ses priorités et orchestrer tout ça au sein de l'équipe. Qui travaille dur, oui, je pense que capacité à travailler dur, mais je dirais peut-être même moins avec le temps, qu'il y a moins d'heures en tout cas qu'il y a quelques années. Mais oui, moi, il faut que ça aille vite et capacité à passer de grandes... rester concentré pendant longtemps. Au passage, pour tout le monde, souvent quand on a un talent, on peut ne pas forcément se rendre compte de sa force et de son impact. Peut-être qu'avec Achiever, c'est ça que Florian est en train de nous dire. Oui, je travaille normalement en fait. Peut-être pas tant que ça, finalement. Ce serait intéressant de se poser la question de quel feedback te donnent tes managers. Mais ça n'est pas une question pour le podcast. Alors, ensuite, tu as 2 talents qui sont pas non plus hyper fréquents, qui sont self-assurance. Première fois que j'ai lu le rapport, je fais, mais c'est pas moi, il y a un problème, j'ai mal répondu. Après, tu m'as dit, non, mais de toute façon, tu as bien répondu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans StrengthsFinder. Mais self-assurance, j'ai eu du mal au début parce que... Petit, par exemple, j'avais pas confiance en moi, pas confiance en moi à l'école, par exemple. J'ai eu beaucoup de mal. Et pour moi, j'ai eu vraiment cette confiance plus tard, quand j'ai vraiment commencé à travailler. C'est là que je pense que que la self-assurance a pris plus d'ampleur. Et self-assurance, pour moi, il a un côté un peu négatif. Mais quand on me dit, je sais pas, quand on me dit t'as self-assurance, mais je pense un peu à arrogance, surconfiance en soi. Donc, je trouve que c'est pas celui qui on peut être fier de self-assurance. Après, c'est très personnel. Est-ce que tu as posé la question à des gens autour de toi sur comment vous voyez ça en moi ? Oui, après, les gens me disent, oui, t'es assez confiant, etc. Alors après, pour moi, j'avais l'image de quelqu'un sur scène, qui est très, très à l'aise, etc. Alors que c'est pas du tout moi, par exemple. Moi, j'aime pas du tout la scène, j'aime pas être sur des grandes audiences. Mais par contre, quand je suis en petit comité, on va dire, avec une petite audience au sein d'une petite équipe, là, j'avoue que je pense que je développe beaucoup de self-assurance. En même temps, c'est un thème, on fait beaucoup de commercial, un peu moins de commercial maintenant, un peu plus de management d'équipe, mais self-assurance, c'est un bon thème pour donc finalement, t'es quand même assez content de l'avoir. Exactement. C'est aussi si t'as pas confiance en toi, dans ta capacité à délivrer, tu vas jamais gagner, ça se sent et tu gagnes pas. Donc, je pense que c'est un thème important en tant que commercial. Et en tout cas, qui transmet de la confiance. Et tu nous l'as dit un petit peu dans les moments de transition ou les phases de grand chamboulement chez Zeta, ça a pu sans doute transmettre aussi de la confiance. Et évidemment, face aux clients et peut-être transmettre la confiance sur l'organisation dans son ensemble. Après, faire attention aussi avec le self-assurance parce que faut savoir aussi écouter. C'est bien d'être self-assurance, mais il faut savoir aussi écouter l'opinion des autres. Et voilà. Donc ça, je l'apprends au fil des années. Je dirais même depuis que j'ai fait le StrengthsFinder,
Parce que des fois, là, je pars un peu tout seul, entre mon self-assurance, mon focus achiever, je pars un peu tout seul. Ouais. Et des fois, c'est important, déjà, on n'a pas tout le temps raison, loin de là. Mais voilà, c'est prendre ce temps aussi pour être écouté. Parce que même si self-assurance, on n'aime pas être influencé, c'est quand même important d'écouter différentes visions, différents points de... Et alors, on va terminer cette petite exploration de ton top 5 avec compétition. Alors, raconte-nous, compétition, aujourd'hui, peut-être hier, comment c'était, comment ça évolue, qu'est-ce que tu peux en dire de ce thème qui a beaucoup de drive? En compétition, j'ai toujours été compétitif, mais c'est compétition dans un groupe, compétition aussi envers soi. Moi, je suis assez compétitif envers moi, en fait. Par exemple, j'ai fait plusieurs marathons. Ouais. C'est pas un sport collectif, loin de là. C'est plus en fait une compétition vis-à-vis de soi, repousser un peu les limites de la soi. mesure. Donc, je mets des objectifs à l'équipe. Je mets aussi des objectifs personnels en début d'année sur lesquels je reviens. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'atteins cet objectif personnel? Donc, c'est un peu cette self-competition que j'utilise beaucoup. Après, oui, c'est vrai que j'aime gagner. Oui, il y a quelques anecdotes quand même que, si tu veux bien nous les partager, je pense que ça peut faire réfléchir nos auditeurs. J'adore gagner. Je veux gagner, c'est important. Après, pour moi, il n'y a pas de place pour le second. Donc, c'est donner aussi ça au sein de l'équipe, cette énergie on est les meilleurs et on va gagner. Ça, je pense, c'est très important. Donner cette confiance. Après, compétition. Le revers, en fait, c'est être un peu mauvais perdant. C'est quoi mauvais perdant dans la vie pro? Alors de moins en moins, mais au début, quand je perdais, déjà j'étais énervé de perdre et j'étais pas capable d'écouter du feedback qui peut être constructif pour après gagner. Et donc j'ai appris au fil des années, à écouter du feedback, parce que ce que je me rends compte, c'est que des fois on gagne pas la première fois, mais on peut aussi gagner par la suite. Moi, il y a beaucoup de prospects où on n'a pas gagné un appel d'offres. Pour moi, il y a plus jamais je vais leur reparler. Et maintenant, déjà, des fois, on réengage avec ces prospects et on a réussi à faire des beaux projets après par la suite. Donc, tu nous montres comment les talents peuvent jouer contre nous parfois, pour Exactement. nous à d'autres moments. Donc voilà, des fois, c'est jamais vraiment perdu. Alors, si on résume ça pour ceux qui auraient compétition ou en tout cas une fibre compétitive en eux, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou comme tip issu de ton expérience? Moi, ça serait se forcer à écouter du feedback et savoir aussi réengager avec des échecs, en fait, même si par nature ceux qui ont en competition, ils aiment pas ça. Et voilà, moi c'est ce que j'ai appris au fil des années avec le Strength Finder. Florian, en t'écoutant avec tous tes talents, je repense aussi à des moments dans les workshops où vous avez pu identifier des complémentarités entre certains talents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Comment ça se met en route dans le concret de la vie de l'entreprise? Par exemple, dans tous les appels d'offres, donc appels d'offres chez nous, ça peut être plusieurs mois et des cycles de vente assez longs. Donc là, on va essayer de trouver une complémentarité dans les talents pour aller gagner cet appel d'offres. Voilà, avec l'expérience et avec ce travail qu'on a fait sur les talents, on sait à certains moments quel type de talent mettre en avant. Par exemple, j'ai travaillé avec Mathieu pendant de nombreuses années qui avait Harmonie. C'est un talent que moi j'ai pas, par exemple, et qu'on amenait principalement plutôt en fin de cycle, dans tout ce qui est négociation, etc., pour finir de convaincre les prospects. Donc ça a été, c'est par exemple un thème qu'on utilise. Donc on peut dire là, il y a du drive chez toi, et puis Mathieu apportait le gagnant-gagnant. Exactement. Chose qui faisait gagner tout le monde. Ouais. Ok, donc ce Strength Finder ou cette démarche avec les talents, c'est quelque chose que tu as souhaité pour ton équipe. En fait, on a fait ensemble 2 parcours différents à 2 moments différents dans la vie de l'entreprise. Déjà, qu'est-ce que tu en observes et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à nourrir cette fibre talent au sein de tes équipes? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Pour moi, la première étape, c'est déjà prendre conscience de ces talents.
Donc faire le test, comprendre les talents. Et ça, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement dans un milieu professionnel, mais aussi dans un milieu personnel. Je pense que c'est très enrichissant. D'ailleurs, pro et perso, tu vois des différences dans la manière dont les talents se manifestent? Pour moi, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'approche aussi. C'est apprendre à se connaître, avoir cette réflexion sur soi. Et des choses qu'on croit innées, qui est inné pour tout le monde, en fait, ça ne l'est pas. Oui. Donc la démarche est quand même très intéressante. J'ai fait une digression. Alors moi, disclaimer, j'ai pas du tout focus. Donc j'ai tendance parfois à me balader, passer de A à Z et revenir à D. On parlait de l'équipe. Qu'est-ce que dans les échanges que vous avez à propos des talents, dans la démarche que tu as choisi de mener, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'en ont tiré les collaborateurs et toi dans ton management? Comment ça vous aide? La démarche a été très bien reçue. Je pense que on parle beaucoup de career path, de croissance personnelle, etc. Donc ça aussi a contribué de faire autre chose que de l'exécution et de l'opérationnel chaque jour. Donc ça a été très bien reçu. Moi, je dirais que la deuxième étape, après vraiment prendre conscience de ses talents, c'est aussi commencer à partager ses talents avec ses collaborateurs les plus proches, ce que j'appelle les peers. Et ça a été des moments fun, je dirais, où on rigole. Et moi, c'est même un jeu. Je me dis, tiens, lui, je pense qu'il a ça. Et puis après, il a tel et tel talent. Et puis après, on se pose et puis on se donne des anecdotes. Ça permet aussi de casser un peu la glace, de mieux se comprendre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la deuxième étape, savoir partager ses talents avec des collaborateurs proches. Et après, c'est je dirais, la troisième étape, c'est vraiment la vision un peu plus macro. Commencer à orchestrer des talents pour mieux avancer en tant que groupe. Et ça, c'est plus difficile quand même, mais c'est peut-être le plus intéressant. C'est là où on a le plus gros potentiel de cette démarche. Donc, c'est se dire, on a un projet, on a tel et tel talent dans l'équipe, dans ce groupe-là, comment on s'organise et comment 1 + 1 = 3. Donc ça donc là je dirais qu'on est dedans, on a encore beaucoup à faire parce que il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, d'autres qui partent, donc il faut aussi savoir onboarder avec les talents. Mais voilà, on le met à profit maintenant dans certaines initiatives, que ce soit un appel d'offres, on va se dire quels sont les meilleurs talents qu'on va solliciter ou sur des projets en interne. Etc. Est-ce que tu as des anecdotes que tu pourrais nous partager en lien avec des talents très différents des tiens? Par exemple, je suis même jaloux. Par exemple, il y a un talent, c'est le wow ou le woo, je sais pas comment tu l'as. Ouais, ça s'appelle woo, c'est embarquer les autres, gagner les autres à sa cause. Et celui-là, c'est un de mes talents les plus bas. Enfin, il est un dans mes derniers talents. Ouais. Donc ça veut dire que c'est juste pas toi finalement. Ouais, c'est pas moi. En tout cas, pas comme ça. Des fois, j'ai essayé de me forcer, mais même en perso ou en pro, j'ai pas ce talent. Mais on a su par exemple identifier au sein de l'équipe qui avait ce talent, qui peut être très important dans le point de vue commercial. C'est ça. Je vais repréciser, c'est la personne qui, arrivant dans un groupe d'inconnus où il y a potentiellement beaucoup de monde, va être super à l'aise pour aller directement se présenter, dire bonjour de façon légère. Certains peuvent qualifier ça de superficiel par moment, mais réellement, c'est la sociabilité plus et l'aisance du contact. Moi, j'adorerais avoir ce talent. Mais donc, je sais pas. Comment tu fais alors? Non, mais on va par exemple sur un salon. Je vais prendre un talent qui lui va engager avec la personne et moi je suis juste derrière et après je prends le relais. Donc c'est aussi se connaître en groupe pour mieux avancer. Je vois que le temps file et je sais que ton temps est compté parce que, comme je disais, la période est intense. Si dans les gens qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui a envie d'engager cette démarche pour lui-même ou elle-même et pour ses équipes, quels seraient 1 ou 2 conseils que toi tu donnerais avec le recul? Il faut amener la démarche, expliquer pourquoi on fait cette démarche, prendre bien le temps de comprendre chaque thème. Qu'est-ce qui est important dans le fait de prendre le temps d'expliquer la démarche? En quoi ça fait une différence? Parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai quelque chose que parfois on a tendance à instrumentaliser un petit peu en disant allez, on va faire ça, crac, répondez au questionnaire, on y va. Et du coup, ce temps d'explicitation, qu'est-ce qui permet? Non, parce qu'on est toujours pris par d'autres priorités. C'est pas faire un strength, c'est pas forcément, c'est rarement la priorité d'un point de vue business. Donc nous, ce qu'on a fait et ce que je recommanderais, c'est mettre ça dans un cadre de séminaire, en dehors du courant, essayer de le faire au maximum en personne, même si c'est de plus en plus difficile de nos jours ou comme chez nous avec des équipes très internationales. Mais prendre ce temps en dehors du quotidien
pour aller au fond de la démarche. Et alors, tu as un super track record en tant que sales d'abord, mais dirigeant aussi. Donc, du coup, je peux pas m'empêcher de te poser la question un peu rituelle à la fin de ces épisodes. C'est, est-ce que tu as un conseil de lecture ou de film, enfin quelque chose qui t'inspire particulièrement et que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Non, là, je suis en train de lire un livre, la The Anxious Generation, où on remettra le lien dans. Ouais, je mettrai le lien. Mais qui parle un peu de focus, de fait que que la nouvelle génération a beaucoup plus de mal à se focaliser. Donc je suis très là-dedans maintenant. Enfin moi j'ai des enfants, j'ai toujours peur de les perdre dans des choses superficielles, dans les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Ce thème focus, comment le garder ou comment le faire passer. Ok. Comment conserver un centrage, un ancrage sur ce qui est important. Exactement. Merci beaucoup Florian de ton partage. Tu nous parlais tout à l'heure de ton assurance que tu n'aimais pas trop avoir, mais je trouve que tu as une manière très tranquille et en même temps extrêmement modeste, je dirais presque humble, de nous partager ces magnifiques talents qui sont les tiens, mais aussi la manière dont tu les engages avec ton équipe. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Merci à toi Florence et merci encore pour tout le travail qu'on a fait ensemble et voilà, j'espère que ça va continuer à conserver et voilà, c'est une approche fun, donc on continue. Ok, déjà je vois un grand sourire, ça fait toujours très plaisir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Culture Talent. Merci Florian. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Talent. Au Labo des Talents, nous vous accompagnons pour découvrir et amplifier les talents individuels et collectifs. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.lelabodestalents.fr et sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne journée à tous sous le signe de vos talents. À très bientôt.